le problème, c'est que ça va profiter plutôt à l'extrême droite que... Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons cette semaine avec Joëlle Milquet. Bonjour. Bonjour. Vice-première ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi tête de liste à la région pour le CDH. Et c'est pour ça qu'on vous invite, puisque vous publiez aujourd'hui les grandes lignes de votre programme, interview dans le journal Le Soir ce matin. Et l'objectif, c'est quoi? C'est donc 2025? Ça va au-delà de la législature? Non, c'est un programme pour tout de suite, mais c'est un programme qui a une vision et qui veut lancer cette région maintenant qu'on entre dans une nouvelle ère, que voilà une région adulte, qui est refinancée, qui a des nouvelles compétences. On a le départ de Charles Piquet. C'est l'idée de lancer cette région vraiment dans un grand projet ambitieux de déploiement sur 10 ans, avec un programme pluriannuel évidemment pour chaque année, mais qui fédère derrière ce programme tous les pouvoirs publics de Bruxelles, pour qu'on ait enfin, pour la première fois dans cette région, une feuille de route, un grand plan de déploiement, tant dans le secteur économique que, évidemment, éducatif, scolaire, d'enseignement, des logements, etc., mais derrière lequel tout le monde se retrouve, les 19 communes, le fédéral, la région, les communautés, et que dès lors, on soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus ambitieux par rapport aux objectifs. Alors, vous employez le terme de convergence, oui. avec l'idée qu'il y a un partenariat entre les communes et les régions et un comité de convergence, un peu comme il y a le comité de concertation fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les régions doivent arrêter d'en faire qu'à leur tête et qu'elles doivent s'inscrire dans les programmes régionaux? C'est ça l'idée? Les communes? Non, oui, justement. Quelle est une des faiblesses de Bruxelles pour le moment? C'est que vous avez tout un éclatement de pouvoir qui ne se coordonne pas, parfois qui sont même parfois totalement concurrents, et donc des politiques et du saupoudrage de choses qui tombent parfois dans l'inefficacité. 19 communes qui font parfois ce qu'elles veulent, la région qui est un peu toute seule à essayer de fédérer, le fédéral qui a énormément de compétences sur Bruxelles, et vous avez les deux communautés qui ont quand même des matières clés en matière d'enseignement. Donc on réunit tout le monde. Donc l'idée c'est de dire, voilà, dès après les élections, on trace les 10 grands objectifs majeurs qui seront vraiment pour les 10 ans à venir la ligne de route de tout le monde. Combien on veut avoir d'emplois en plus, d'entreprises en plus, combien de jeunes en moins au chômage, combien de plus de jeunes diplômés, combien de places de crèches, d'écoles, de logements, etc. Combien de places pour les personnes âgées, combien de services aux personnes. Les indicateurs clés. Et puis on se met tous autour d'une table. C'est ce que j'appelle le comité de convergence, ou que ça peut être un comité de coopération, qu'importe. Et tout le monde dans ses propres compétences, le fédéral avec toutes ses compétences, plus le financement de Belliris, dit moi, je respecterai les objectifs de cette manière dans mes compétences. Ouais, et donc c'est contraignant pour les communes qui doivent s'inscrire dans les plans. Et pour les communes, au lieu d'avoir des espèces de blocs, des coalitions entre les 19 communes qui sont contre la région, vice-versa, au lieu d'aller se perdre son temps dans un débat sur quelles compétences on va donner, non, on met tout le monde derrière le même plan. Et ça va marcher? Bien sûr, parce que je pense que c'est... Allez, ça ne marche pas toujours. Non, mais allez, on le voit bien sur les plans de stationnement, ou même sur les plans de mobilité. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de structure et qu'il n'y a pas d'obligation. Quelle est l'idée? Les communes reçoivent du financement régional, mais le financement sera conditionné au fait que chaque commune sera obligée, dans son plan, en toute autonomie, de dire « moi, je respecterai ces objectifs ambitieux en matière d'emploi, etc. chez moi, comme ça, et voilà ». Et tant pour les jeunes que pour l'emploi, que pour l'activité économique ou pour la politique sociale. Ce ne serait pas plus simple de supprimer des communes? Non, ça, je ne pense pas. Je pense que c'est totalement indispensable d'avoir des politiques et des institutions de proximité. Et l'autre chose, c'est de dire aussi aux ministres régionaux et au gouvernement, toutes les 6 semaines, mais vous rencontrez dans un comité de concertation les 19 bourgmestres. Vous vous parlez, vous fédérez, vous avancez. Et au moins avec ça, nous avons une capacité, d'une ambition pour cette ville et pour ses habitants qui est vraiment décuplée. C'est ça, évidemment, mon contrat d'avenir pour les Bruxellois 2025. Et les bourgmestres, ils continuent à être parlementaires régionaux ou on accélère la réforme sur le cumul et on interdit ce genre de cumul? Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas en faveur de cette réforme. Bon, c'est un accord de gouvernement, s'il faut, il faut. On attend l'avis du Conseil d'État, c'est dans l'accord de gouvernement. Il y a plein de problèmes juridiques. Mais justement, au lieu d'aller créer un monde totalement dégagé de la commune au niveau régional, qui ne va pas s'entendre, laisser les bourgmestres et les échevins tout seuls dans leur petite baronnie, on doit fédérer. Mais donc on doit fédérer aussi au niveau du Conseil, je pense, et du Parlement. Donc ça veut dire que la disposition anti-cumul, sur laquelle on attend que le Parlement régional se prononce, vous n'êtes pas enthousiaste? En termes d'accord de gouvernement, on le fera. Je trouve que c'est stupide, surtout à Bruxelles. Vous allez faire donc quelque chose de stupide au nom de la, non, mais moi, je suis quelqu'un de la solidarité gouvernementale? Non, mais c'est un accord de gouvernement. S'il faut, il faut. Si on peut l'éviter, je trouve qu'il faut. Belliris, c'est du saupoudrage?
Je pense que c'est trop de saupoudrage. C'est pas très gentil pour Laurette Collings, qui est la ministre de tutelle. Non, mais c'est pas ça. Il y a des magnifiques projets. C'est pas du tout une critique. D'ailleurs, tout le monde fait le même constat. Donc, on a 125 millions qui servent souvent à de grandes choses, en mobilité, etc. Mais il n'y a pas de vision. On donne, voilà, on a souvent été donné, en fait, pour telle et telle commune parce qu'il y avait un problème de financement. Que ces 125 millions et les investissements, par ailleurs, du fédéral en SNCB et dans les outils que le fédéral garde, soient affectés au plan de déploiement, ce fameux contrat d'avenir avec ses objectifs clairs. Et que dès lors, en mobilité, ça peut être en construction d'écoles ou de places pour personnes âgées ou en logement, que ce soit par rapport à un autre de priorité en matière d'emploi, mais que ce soit clairement concentré pour qu'on soit efficace et qu'on avance dans la même ligne. Alors, et dès lors, on sera, à mon avis, on perdra un peu moins d'argent. On ne va pas détailler toutes les idées que vous avez mises sur la table, mais peut-être juste préciser ce que c'est que la coupole éducative par bassin et comment on va adapter les écoles à l'économie du futur. Alors, première chose, on a à Bruxelles un atout fou, et nous, notre déploiement, c'est d'abord dans les jeunes, c'est pour ça qu'il faut un contrat d'avenir pour les 0-25 ans, c'est eux qui non seulement ont besoin d'une place, mais seront la force de cette ville et de ce pays demain en compétitivité, en déploiement et en citoyenneté. Donc il faut investir massivement dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est pour ça que je propose un pacte d'excellence pour l'école. Et en fait, on se rend compte, j'ai énormément parlé avec les directeurs, en fait, les écoles ne se parlent pas, elles n'ont pas de stratégie entre elles. Donc, il faut d'abord, en fait, qu'on fédère tout le monde derrière et au chevet de l'école et des jeunes et de leur chemin entre 3 et 18 ans et puis les amener au premier emploi. Ça, c'est notre obligation. Et donc, ce que l'on voudrait dans cette coupole ou ce pôle éducatif, c'est que, d'abord, les écoles se parlent entre elles, créer un conseil de l'ensemble des écoles, tout réseau confondu, qu'on voit les partenariats, qu'on voit les stratégies, qu'on voit les objectifs, si on veut éviter les redoublements, qu'est-ce qu'on fait, que l'on voit comment est-ce que l'on offre des options qui n'ont pas de double emploi, ce qui manque en formation, etc. Et puis on fait la même chose entre les écoles et les établissements supérieurs. Parce qu'il y a des ruptures. Entre les écoles et l'entreprise. Et on ne parvient pas à faire du continuum pédagogique et à amener nos jeunes vers l'enseignement supérieur. Et puis avec les entreprises, pour avoir une obligation en matière d'offre de stage, d'offre de formation des enseignants, d'enseignement en alternance et d'une nouvelle filière. Il faut un bac à la française avant d'entrer en supérieur ? Moi je pense. Moi je pense que dans ce qu'il faut, si on veut avoir de l'excellence d'enseignement pour tout le monde, tous nos jeunes de quartier, tout le monde, il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur les objectifs à atteindre. Et je crois qu'avoir justement une sorte de bac obligatoire en fin de secondaire mettra tout le monde de manière égale vers le haut, mais avec évidemment beaucoup plus d'autonomie des directeurs et des enseignants et des établissements scolaires pour y arriver, et avec évidemment un investissement majeur dans la remédiation immédiate. C'est des équipes de profs qui en fait ne font que ça pendant l'année, dans le capital période, et qui s'occupent, dès qu'un jeune a un problème, de le prendre en main et de remédier. On va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent tout savoir, j'imagine que ce sera bientôt sur le site du CDH. Donc nous, on fait notre congrès, on présente notre programme dans les 15 derniers jours de mars, et c'est à ce moment-là qu'on aura tous les détails tout dans le détail. Précis. Alors, j'ai plein de questions Twitter pour vous. La première, Raphaël Lederer. Sans tricher, connaissez-vous le nombre d'écoles en immersion pour les Bruxellois ? Pas assez. C'est justement un des gros problèmes, et dans le programme, on veut justement investir dans l'immersion parce que ça n'existe quasiment pas à Bruxelles alors que ça existe en Wallonie, ce qui est une aberration alors qu'on a besoin de faire des bilingues. Et l'idée d'avoir une école complètement bilingue à Bruxelles ? Oui, moi ça c'est ce que je veux, mais il faut l'accord des Flamands parce que c'est au fédéral. Alors, j'ai une autre question qui est une question... alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes questions. Moi, j'ai une question qui n'était pas très gentille et qui était, avez-vous engagé des collaborateurs pour la campagne au sein de votre cabinet ? Ça fait référence à une petite polémique. C'est ridicule. Je travaille avec les personnes qui travaillent pour mon cabinet. J'ai essentiellement des fonctionnaires, très peu de CDH, et je ne travaille qu'avec des gens qui travaillent au niveau de l'intérieur. Les campagnes, elles se font au niveau du parti. Et nous avons un étage et une équipe pour le parti au niveau de la région bruxelloise. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs campagnes, je n'ai jamais eu de problème et je suis très éthique. Donc je sais que c'est la campagne électorale et que certains essayent de nous emmener dans des choses un peu bizarres. Ouais. Dernière question, toujours d'un internaute. Est-ce que vous pouvez imaginer Bruxelles sans avion ? L'idéal, ce serait évidemment qu'on ait un aéroport beaucoup plus loin que Zaventem. C'est une aberration d'avoir été, un peu après la guerre, construire cet aéroport trop près de la ville. Et comme on n'est pas dans un monde idéal, est-ce que le plan actuel de dispersion, il y a beaucoup de polémiques autour des dernières mesures de... Alors, le plan actuel, c'est quoi ? C'est le plan que tous les francophones ont voulu et accepté et signé. C'est absolument pas le plan Wathelet. Il a été négocié sous l'ancien gouvernement par tous les francophones pour justement alléger la charge intenable qui pesait
sur les riverains, qui évidemment maintenant ont beaucoup moins de charges et qui a demandé une toute petite répartition un peu plus complémentaire. S'il faut améliorer, on peut améliorer. Il y a eu surtout des erreurs de route qui ont été faites au niveau de Belgocontrol et qui ont fait que les tracés qu'on avait obligés n'ont pas été suivis dans un premier temps. Mais ce n'est jamais que l'accord que tous les partis francophones, MR, PS et dans le MR, le FDF à ce moment-là ont voulu, clairement, et qu'ils ont porté vraiment, qu'ils ont mis dans tous leurs tracts électoraux il y a enfin, en tout cas lors des dernières élections. Donc je trouve un peu facile qu'à partir du moment où quelqu'un exécute ce plan, on vienne crier. Alors, si on peut améliorer, on va améliorer. Mais il y a surtout toute la majorité silencieuse que vous n'entendez pas qui disent merci, qui nous envoient des mails, parce qu'ils sont enfin soulagés. Donc à un moment, il faut juste savoir qu'on a un aéroport, qu'on doit essayer d'éviter le maximum de nuisances. C'est ce qu'on fait en augmentant les virages et les pieds au-dessus desquels les avions tournent. Mais à un moment, il y en avait qui avaient tout sur le dos, évidemment. Non. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. 18h, le prochain journal en direct. 18h20, les sports. Et à 18h30, vous aimez Peggy, vous connaissez ? Ah oui, j'aime bien. Oui. Ah bah alors, 18h30, Terre urbaine, un reportage de 20 minutes de Pierre Baudot dans les coulisses de Forêt Nationale où Peggy passait pour la première fois. Bonne journée.